Ça andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder ton téléphone et de voir un message de ta famille qui dit on a besoin d'argent? Et là, tu sens quelque chose dans ta poitrine. Oui, il y a quelque chose que tu vas sentir en recevant ce type de message. Est-ce que tu sens ce que tu vas sentir ou ce que tu sens dans ta poitrine, ce ne sera pas de la joie, pas de la fierté. Tu sens de la culpabilité. Ou peut-être, tu me diras que c'est autre chose. Alors, imaginons que tu es à la maison en Europe ou en Amérique. La vie avance, tu travailles, tu essaies de construire quelque chose. C'est bien beau, on est d'accord. Et quelque part, tu as l'impression que tu aurais dû rester. Tu aurais dû rester où? La question se pose. Tu aurais dû rester dans ton pays d'origine. Et là, tu sens quelque chose en fait. Tu sens que tu as abandonné les tiens, que tu profites pendant que les autres souffrent. Est-ce que tu vois ce que j'essaie de dire? Bonjour et bienvenue sur Trajectly. Je suis Thierry Diallo et aujourd'hui, on va parler d'un truc dont personne ne parle vraiment. Alors, peut-être il y a des personnes qui s'intéressent à ça, hein. Évidemment, je ne sais pas si on en parle dans les médias ou ailleurs, dans des discussions assez informelles. Mais voilà, moi, je voudrais qu'on parle voilà, de ce truc qui est assez intéressant pour moi. Qu'est-ce que c'est? C'est ce sentiment que beaucoup de migrants portent en silence depuis des années. Je veux parler de la culpabilité du migrant. Ce mot, culpabilité, il est assez fort. Il est très fort, enfant. On est d'accord? Mais j'essaie de peser un peu le poids du mot. Je pense que si tu es de la diaspora africaine, si tu as quitté ton pays, ou si tu as des parents qui l'ont fait, alors là, je pense que tu sais exactement de quoi je parle. On ne le dit pas souvent, hein, mais ce poids, il est là. Il est très présent. Alors aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour en parler franchement, pour parler de cette culpabilité, d'où ça vient. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est utile? Et surtout, comment on s'en libère? C'est là la question la plus pertinente et la plus intéressante d'ailleurs. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur des travaux de chercheurs sérieux, des gens comme, comment il s'appelle, Abdel Salek Sayed, François Héran, et je vais aussi m'appuyer sur des données concrètes. Je vais aussi parler de ce que j'entends dans les échanges, dans les discussions que j'ai avec mes invités ici sur Trajectly. Je pense que vous qui suivez le podcast depuis sa création, il y a quelques mois, je pense qu'on a reçu une dizaine d'invités avec des parcours riches et variés. Vous savez bien qu'on a abordé plein de sujets, plein de thématiques avec les invités. Et n'hésitez pas à tout à écouter ces épisodes. Donc, j'essaierai de m'appuyer un peu sur voilà sur certaines discussions que j'ai eues avec certains de mes invités ici.
Alors, laisse-moi te poser une question directe. Les questions directes, je ne sais pas si tout le monde aime les questions directes, parce que parfois on aime tourner autour du pot. On aime les questions indirectes. On aime donner le contexte, expliquer avant de poser une question. Alors moi, je vais essayer de poser une question directe. Ça va être beaucoup mieux aller voir la question directe et que ça nous permet de savoir de quoi on parle exactement. Et quand tu as quitté ton pays, est-ce que tu t'es senti coupable? C'est une question qui paraît simple, mais voilà, qui est quand même très pertinente, oui. Je répète la question. Quand tu as quitté ton pays, est-ce que tu t'es senti coupable? Alors, ça peut ne pas être tout de suite, hein, et parce qu'au début, on le sait, on le sait tous, enfin. Et au début, c'est l'aventure, c'est le départ, c'est la nouveauté. On est content de partir, on est content d'aller découvrir ailleurs. Mais à un moment, ça arrive, surtout quand tu regardes des vidéos de la famille rester dans le pays d'origine, et surtout quand tu vois des images de ton village, de ton quartier, de ta ville, ou en gros de ton pays en fait, quelque chose en toi dit. Cette petite voix que tu entends ou quelque part dans un coin de ta tête, moi j'aurais pu rester, moi j'aurais pu changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Puisque beaucoup de migrants sont très connectés à ce qui se passe dans leur pays d'origine. Donc, ils regardent des images, des vidéos à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, à travers des groupes WhatsApp où on se partage des images, que ce soit des images de la famille, de ta communauté, de ton village où tu es né, où tu as grandi, ou de ton quartier, ou de ta ville où tu es né, où tu as grandi avec tes amis. Donc, quelque part, tu te dis, tu aurais pu rester avec les autres. Tu aurais pu changer les choses sur place au lieu de partir. Ce sentiment-là, il prend plusieurs formes. On va voir ça ensemble. Je pense que vous allez vous reconnaître. Toi qui m'écoutes, tu te reconnaîtras peut-être dans l'une de ces formes que nous allons voir. Alors, il y a la culpabilité de l'abandon. Tu es parti, les autres sont restés. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand on discute avec certains migrants. Ils ont cette culpabilité d'avoir abandonné soit leur famille, d'avoir abandonné soit leur communauté, ou d'avoir abandonné leurs projets, leurs activités, tout ce qu'ils faisaient, ou d'avoir abandonné, pour ceux qui sont en politique, d'avoir abandonné leur engagement politique, pour ceux qui sont dans le militantisme, d'avoir abandonné le militantisme. Voyez-vous, en fait, c'est quelque chose qui peut, même si on n'en parle pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de migrants qui, qui, qui ont ce sentiment-là, ce sentiment de culpabilité d'avoir abandonné leurs habitudes dans le pays d'origine. Il y a aussi la culpabilité de la réussite. Alors, tu vas te dire, voilà, que tu as un travail, tu as un appartement, une certaine stabilité dans le pays d'accueil. Et après, tu vas te dire, mais et mes frères, mes cousins, mes amis, qui ont aujourd'hui du mal à trouver du boulot, du travail dans le pays d'origine. Tu vois, tu te poses ces questions enfant. Est-ce que tu étais avec tes frères, tes cousins, tes amis, vous avez grandi ensemble, vous aviez vos habitudes ensemble, et du coup, toi, tu es parti, tu as une certaine stabilité, tu as un travail, tu as ton appartement, tout se passe bien, mais voilà, quelque part dans ta tête, tu te dis, t'as pas encore cette stabilité parce que tes proches ou les tiens n'ont pas hein, cette réussite que tu as. Et donc, tu gardes ce sentiment de culpabilité lié à la réussite.
Il y a ensuite la culpabilité de ne pas envoyer assez. Vous l'aurez compris, hein, on parle d'envoyer de l'argent, le nerf de la guerre pour certains. Parce que même quand tu envoies, il y a toujours plus à faire. Et il y a plus à faire. On est d'accord qu'il y a beaucoup à faire. Dans certains pays, en Afrique notamment, il y a presque tout à faire, enfin. Et quand on est à l'étranger, on voit ce qui se passe en fait dans les pays occidentaux, dans les pays d'accueil. On voit comment ils sont organisés, comment le développement est en place et comment en tout cas les sociétés d'accueil évoluent. Tu vois les rapports de vie en société, comment tout s'articule parfaitement bien. Alors, pas parfaitement bien, comment tout s'organise, comment tout fonctionne. Et tu te dis, mais dans ton pays d'origine, il y a quand même quelque chose à faire. Et donc, voilà, tu penses à ta famille qui a besoin voilà, de joindre les deux bouts, qui a des besoins au quotidien. Et donc, tu envoies de l'argent pour combler un peu ce trou, pour répondre un peu à ces besoins qui n'en finissent, qui n'en finissent jamais. Et donc, de toute façon, on reviendra un peu sur cette culpabilité de ne pas pouvoir envoyer assez, ou on parlera un peu voilà, de ces transferts de flux. Je pense que dans les épisodes précédents, on en a beaucoup parlé. Et les transferts de fonds, et c'est quelque chose que j'ai abordé en tout cas dans mon livre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez essayer de l'avoir et vous pouvez avoir plus de détails. Il y a aussi une culpabilité encore plus subtile. Et comme je disais, hein, on a plusieurs formes de culpabilité. Et je vous ai parlé de la culpabilité de l'abandon, de la culpabilité de la réussite et de cette culpabilité de ne pas envoyer assez. Et là, je vous parle de la culpabilité de kiffer sa vie dans le pays d'accueil. Vous voyez ce que je veux dire? Cette culpabilité, comme je l'ai dit, elle est assez subtile, hein, mais vous l'aurez compris, enfant. Et, et cette culpabilité qui nous dit, bah, j'ai du mal à profiter en fait de la vie, hein. Cette culpabilité de kiffer sa vie dans le pays d'accueil. Parce que quand tu essayes de t'amuser, quand tu essaies de profiter d'une sortie, d'un bon repas, et tu te dis parfois, est-ce que j'ai vraiment le droit? C'est une question que tu te poses certainement, même si tu ne l'exprimes pas, mais dans ta tête, tu l'as quelque part, enfant. Cette petite question qui tourne là, est-ce que tu as le droit de le faire? Parce que voilà, tu sais bien qu'au pays où dans ta famille, il y a des personnes qui ont du mal à s'en sortir. Il y a des besoins, tu as des appels, des messages, que tu as parfois même pas ouverts, en fait. Des messages qui te demandent de l'argent et que tu n'arrives pas à rep auxquels tu n'arrives pas à répondre. Et donc, quand tu essayes de profiter de ta vie, quand tu essayes de kiffer ta vie ici, certainement à un moment donné, tu te poses, cette question en fait de savoir si tu as vraiment le droit de faire ce que tu fais. Et est-ce que c'est juste toi? Ou est-ce que c'est un truc que tu vis, seul? Ça se pose comme question, hein, parce que voilà, on s'adresse quand même, enfin les migrants, on a différents profils, différents types de migrants à travers le monde. Et donc c'est important de se poser, cette question de savoir, est-ce que il n'y a que toi qui a ce type de questionnement? Moi, je dirais que non, absolument pas, hein. Ce sentiment, a même un nom, dans la littérature académique. Comme je l'annonçais, Abdel Sayad, qui est sociologue et qui est d'ailleurs une référence absolue sur la migration. Elle avait décrit dans son livre, et je crois que le titre du livre,
c'est la double absence qu'il a publié en 1999. Alors, Abdel Saleh Sayad disait quelque chose de très simple mais très puissant. Le migrant est absent de deux endroits en même temps. Je répète, le migrant est absent de deux endroits en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et Abdel Saleh Sayad voulait dire que le migrant est absent de son pays d'origine parce qu'il est parti. Et il n'est jamais vraiment présent dans le pays d'accueil aussi parce qu'il reste, entre guillemets, l'étranger. Est-ce que tu vois ce que je veux dire en fait? Tu vois ce qu'il essaye, il essaye d'avancer dans son raisonnement, Abdel Saleh Sayad? Cette double absence, cette, euh, cette double absence, c'est vraiment une souffrance assez particulière, enfant. Et la culpabilité, c'est souvent la traduction émotionnelle de tout ça. Tu peux aussi, je pense, hein, tu me diras, en fait, toi qui m'écoutes, tu peux aussi te reconnaître dans ce que François Héran est un grand démographe français et qui travaille beaucoup sur la migration, qui a fait beaucoup de travaux sur la migration. Et, et dans son livre, enfin, il a publié un livre en 2017. Le titre est Avec la migration. Alors, François Héran montre que les migrations ne sont jamais des actes simples. Là, vous conviendrez avec moi que les migrations ne sont pas des actes simples. Et ce ne sont pas juste des gens qui bougent d'un point A à un point B. On est d'accord. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est parce qu'on entend, en tout cas dans les pays, enfin dans les médias, on ne parle que de pays, enfin des pays de départ et des pays de destination. On oublie tout le parcours, enfin tout le parcours migratoire. Et comme on le sait bien, euh, la migration, c'est avant, pendant et après. Et c'est tout un cheminement. Donc, il y a ce qu'on appelle en tout cas la partie pré-migratoire. Il y a l'étape euh, per-migratoire, en fait, pendant la migration. Il y a aussi l'étape post-migratoire qui est très importante dans le cheminement, euh, dans le cheminement migratoire ou dans le cheminement euh, du- de la migration euh, des personnes. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment c'est des histoires qui sont très complexes, qui sont chargées d'émotions, de contradictions et de loyauté divisée. Et cette complexité, on ne lui laisse jamais assez de place, enfant. Et c'est important de prendre le temps, en tout cas, de discuter de ces questions et de voir comment on peut nommer ce sentiment voilà, de culpabilité. Et cette complexité, on le dit, hein, il n'a pas vraiment assez de place, enfin. Est-ce que tu connais quelqu'un autour de toi qui a quitté son pays et qui dit qu'il n'a aucun regret, aucun doute, aucune culpabilité? Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage? Tu veux, alors, j'essaye d'avoir une discussion avec toi qui m'écoutes, parce que c'est pourquoi j'essaie en fait de soulever ces questionnements, de poser ces questionnements, c'est pour qu'on réfléchisse ensemble. C'est moi qui suis derrière le micro, mais toi qui m'écoutes par exemple, tu peux être amené à réfléchir, en tout cas à avoir une certaine réponse euh, à ces questions, parce que moi je n'ai pas la réponse à tout, et puisque c'est un épisode en solo, donc voilà, je me permets de poser des questions pour ouvrir le débat que ce soit ici ou ailleurs, enfin avec tes proches, tes amis, et dans ton entourage. Et donc, cette question, elle est quand même intéressante à poser. Et je dirais que peut-être, ouais,
qu'on a quelqu'un dans l'entourage qui n'a aucun regret, qui n'a aucun doute, aucune culpabilité, c'est bien possible, hein. Mais la plupart du temps, quand tu creuses un peu, il y a quelque chose là. Le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de creuser, de réfléchir ou d'analyser, voilà, d'aller en profondeur pour cerner certaines situations ou comprendre certaines choses que certains vivent. Mais on est d'accord quand on essaye d'analyser, quand on prend un peu de recul, quand on creuse un peu, euh, on voit quelque chose, on entend quelque chose, on touche à quelque chose, enfin. Et d'ailleurs, un ami m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais, Telly, je ne rentre pas souvent au village parce que chaque fois que j'y retourne, je repars avec plus de culpabilité que quand je suis arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, cette culpabilité, elle est présente, enfant. Et alors, la culpabilité du migrant, je pense qu'elle est universelle. La culpabilité du migrant n'est pas seulement en Afrique. On est d'accord? Les Mexicains qui vivent aux États-Unis le vivent. Je pense aux Philippins qui travaillent en Europe aussi, qui le vivent. Je pense aux Marocains, je pense aux Sénégalais, je pense aux Guinéens, je pense aux Congolais, je pense aux Camerounais. Je pense à tous ces migrants, à toute cette diversité de nationalités, de cultures différentes. Chacun, chaque migrant a quelque part ce sentiment de culpabilité. Alors, on peut estimer que c'est humain, enfin, cette culpabilité. Ce sentiment, c'est un sentiment humain. Mais ça ne veut pas dire que c'est sain. Oui, c'est humain, mais ça ne veut pas dire que c'est sain. Et là, on arrive à la partie qui m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que dit la recherche? Et ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes. Parce qu'il faut apprendre, on fait des recherches, on lit. Moi, je prépare souvent les émissions en faisant des recherches. J'essaie d'avoir plusieurs regards et j'essaie de lire certains chercheurs, en tout cas, qui sont calés dans le domaine, qui sont calés dans le secteur. Et ça nous permet d'apprendre et de comprendre beaucoup de choses. Et donc il faut pas simplement lire ou citer des chercheurs ou s'intéresser à des données comme ça simplement. Enfin, il faut tirer à chaque fois un enseignement ou une leçon quand on apprend. Alors, une autre question, puisque comme je disais, c'est vraiment, c'est un épisode de discussion, hein. Et tu savais que les migrants africains envoient environ 100 milliards de dollars par an dans leur pays d'origine? Je pense que c'est quelque chose qui est maintenant très connu, hein. Je pense que ça devient de plus en plus connu parce que ce soit dans les médias ou dans plusieurs podcasts, on avance souvent ces chiffres, ces flux de transfert de fonds qui sont faits par les migrants à travers le monde, les migrants africains à travers le monde pour l'Afrique. Ça revient souvent au fond. Et là, moi, je vous parle de 100 milliards de dollars. Et ce chiffre, il n'est pas tombé du ciel, hein. C'est le chiffre de la Banque mondiale pour les transferts de fonds vers l'Afrique subsaharienne en 2024. En 2023, je dis bien euh, les transferts de fonds vers l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne en 2023. Pour mettre ça en perspective, je pense que c'est plus que l'aide internationale publique reçue par le continent, on est d'accord. Euh, ou plus que, enfin, l'aide publique au développement. Dans l'un des épisodes, ou d'ailleurs, enfin, dans les épisodes précédents,
J'ai eu à discuter avec certains de mes invités sur cette question en fait d'aide publique au développement. Je pense à mon très cher ami Ablaye Ndiaye, qui est spécialiste de cette question publique, en tout cas de cette question liée à l'aide publique au développement. Et n'hésitez pas à aller écouter l'épisode que j'ai réalisé, que j'ai fait avec Ablaye Ndiaye sur l'aide publique au développement. Et alors, on estime que les diasporas africaines donnent plus à leur pays que tous les gouvernements du monde réunis. Donc, prenons un peu de recul. En tout cas, réfléchissons, analysons. Parce que très souvent, on dit que l'Afrique est soutenue par telle ou telle organisation internationale, par tel ou tel gouvernement. Et on parle d'aide publique au développement, on parle d'institutions ou d'acteurs ou de partenaires techniques et financiers qui sont présents sur le continent à travers des projets. Je dis pas que ça existe pas, ça existe bien entendu, mais est-ce qu'on arrive à comparer et toute cette aide venant des partenaires techniques et financiers à ce que font les diasporas africaines? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse analyser ça et je vous laisse répondre à la question. Et pourtant, d'ailleurs, on parle toujours de la diaspora comme si elle était absente, comme si elle avait tourné le dos, ou comme si elle était partie et oubliée, alors qu'elle finance des maisons, elle finance des scolarités. Cette même diaspora finance des soins médicaux, elle finance des mariages, des funérailles, des baptêmes. Cette même diaspora finance des projets de développement communautaire. Elle finance des entreprises. Je pense que beaucoup d'entre vous euh, sont membres de plusieurs associations, des associations de ressortissants de tel ou tel village à travers les pays d'accueil, où les migrants se mobilisent pour cotiser, monter des projets et essayer de contribuer au développement de leur communauté à la base. Donc, je veux vraiment qu'on parte de là. Si tu es de la diaspora et tu te sens coupable de ne pas faire assez, commence par te demander qu'est-ce que tu fais déjà. Parce que les chiffres disent que globalement, vous faites énormément. Les membres de la diaspora font énormément. Les diasporas africaines font énormément. Mais il y a un revers, hein, vous l'aurez compris. Des recherches en économie comportementale, notamment celles du MIT et de l'Université de Paris, montrent quelque chose d'intéressant. Ces recherches montrent que les transferts de fonds vers les familles, quand ils sont motivés par la culpabilité, quand ces transferts de fonds sont motivés par la culpabilité, ils ont tendance à créer des dépendances. Je pense que vous connaissez bien cette dépendance. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de familles qui sont dépendantes, voilà, de ces fonds. Beaucoup de personnes dépendent de ces fonds. Est-ce que la dépendance, elle est bien? La dépendance n'aide pas vraiment. La dépendance, en tout cas, n'aide pas à aller de l'avant. Enfin. Tout le monde cherche à être indépendant ou à être interdépendant. Je pense que c'est ce qui est mieux d'ailleurs, en fait. On vit dans un monde où tout est interdépendant. Parce que c'est difficile, en tout cas, d'être indépendant de tout. Mais la dépendance, c'est vraiment pas quelque chose qui est apprécié, surtout actuellement. Et donc, ces fonds qui créent de la dépendance, et c'est pas parce que les familles qui reçoivent ces fonds sont mauvaises, non, mais c'est parce que quand l'argent arrive par obligation émotionnelle, plutôt que par stratégie partagée, il est souvent utilisé pour consommer. On est d'accord? Voilà, cet argent est utilisé pour consommer plutôt qu'investir. Et là, on voit la différence. C'est différent. Et une autre question d'ailleurs. Est-ce que tu envoies de l'argent
parce que tu as un projet commun avec ta famille? Ou est-ce que tu envoies parce que tu ne peux pas dire non? Et c'est une question pertinente, hein. Je trouve que c'est une question pertinente, hein, à laquelle on peut essayer de répondre. Je répète la question. Est-ce que tu envoies de l'argent parce que tu as un projet commun avec ta famille? Ou est-ce que tu envoies parce que tu ne peux pas dire non? Parce que refuser, c'est trahir. Parce que si tu ne le fais pas, bah, certainement, tu vas te poser la question de savoir qui tu es exactement dans ta famille. Qui es-tu? Cette pression-là, elle est réelle et elle est documentée. Elle est documentée par qui? Par ceux qui travaillent dans ce secteur, hein, ceux qui travaillent sur la migration, sur les parcours migratoires. Comme vous l'avez constaté, vous le savez probablement, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur les questions migratoires. J'ai reçu Dr Diallo sur un des épisodes ici, qui est chercheur, en tout cas, Dr Diallo est enseignant-chercheur en Guinée. Je l'ai eu ici sur ce podcast où il nous a parlé du parcours migratoire de certains Guinéens, parce qu'il travaille sur ces questions depuis plusieurs années. Il était d'ailleurs invité à Paris euh, lors d'un forum où ils discutaient voilà, de cette politique restrictive euh, que Donald Trump est en train d'imposer aux États-Unis. Là, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur ces questions migratoires. Et je vous ai cité pas mal d'auteurs aussi. Je vous ai cité euh, François Héran, je vous ai cité Abdel Sayad, qui sont spécialistes de ces questions. Et là, je vais vous parler de deux auteurs, de deux économistes. Et alors, ils m'excuseront de ne pas bien prononcer leur prénom. Euh, il s'agit de Sonia et de Sonia Balotra et l'autre c'est Atenda. Ces deux économistes ont travaillé sur les transferts de fonds en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'ils montrent en fait dans leurs travaux? Et ils montrent que les migrants qui subissent cette pression envoient en moyenne 15 à 20% de leurs revenus. Vous vous rendez compte? Les migrants qui subissent cette pression envoient en moyenne 15 à 20% de leurs revenus. Alors, pourquoi? Pas parce qu'ils en ont les moyens, hein, on est d'accord. D'ailleurs, enfin, il y en a même qui s'endettent pour répondre à ce besoin. En tout cas, pour faire face à cette pression. Il y a des migrants qui s'endettent pour faire face à cette pression, pour envoyer de l'argent à leur famille. Et là, la culpabilité, on la voit. Elle entre là-dedans. Parce que tu te dis, si je ne le fais pas, je suis égoïste. Si je ne le fais pas, je ne suis pas un bon fils. Je ne suis pas une bonne fille. Je ne suis pas un bon frère. Je ne suis pas une bonne sœur. Si je ne le fais pas, qui suis-je vraiment? Ça revient à la question de se poser la question de savoir qui suis-je dans ma famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez problématique, hein. Et là, Abdel Salek Sayad revient en disant quelque chose de très douloureux, mais très juste. Qu'est-ce qu'il nous dit, Abdel Sayad? Et il nous dit que le migrant est souvent perçu comme le privilégié, entre guillemets, dans sa famille. Mais lui, il ne se vit pas comme un privilégié. On est d'accord? Ce migrant-là vit avec la pression, la nostalgie, la solitude, la difficulté d'intégration, toutes les difficultés que nous connaissons, toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les migrants dans les pays d'accueil. J'en ai parlé dans mon livre et on en a parlé dans ce podcast. Comme je disais, j'ai reçu une dizaine d'invités, des personnes qui ont des parcours riches et variés, qui nous ont parlé de leurs difficultés dans leur parcours de vie à l'étranger. Et là, on voit un décalage.
on sent un décalage énorme entre comment les autres perçoivent ce migrant et comment il se sent lui-même. Ce décalage-là, c'est vraiment une source d'épuisement. Et il y a aussi un phénomène qu'on appelle le paradoxe du migrant réussi. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène, le paradoxe du migrant réussi. Plus tu réussis, plus on te demande. C'est un peu comme ce qui se passe en général, hein. Il y en a qui le disent souvent, enfin, plus tu gagnes, plus tu dépenses. Et là, c'est plus tu réussis, plus on te demande. Plus tu as, plus tu dois donner. Et si tu refuses, tu deviens le traître qui a oublié d'où il vient. Alors, je te pose une autre question. Les questions ne finissent pas dans ce podcast. Euh, des questions. D'habitude, j'ai des invités à qui je pose des questions. Et là, je suis en solo, donc je me permets de te poser des questions, toi qui m'écoutes. Et est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où ta réussite est devenue un fardeau, puisqu'on parlait de ce paradoxe du migrant réussi? Comme je disais, plus tu réussis, plus on te demande, plus tu montres, voilà, tes réalisations, plus on te demande. Plus tu montres comment tu vis en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, voilà, la demande, elle croît. Et, et, et je pense que beaucoup de migrants se reconnaîtront dans ce que je raconte là. Et je reviens sur cette question. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où ta réussite est devenue un fardeau, un poids lourd? Ou tu aurais presque même voulu cacher que ça allait bien pour qu'on te laisse tranquille? Parce qu'il y en a aussi qui le font, hein, qui sont discrets, qui vivent incognito, qui se font, qui essayent, qui font tout en tout cas pour ne pas se faire remarquer, qui, qui sont très très discrets. Il y a des migrants qui sont très très discrets, qui ne postent rien sur les réseaux sociaux, qui ne parlent pas de leur vie à l'étranger, qui ne parlent pas de leur vie quand ils rentrent au pays d'origine. Ils sont très discrets. Et, et donc, est-ce que c'est... En tout cas, c'est des questions qu'il faille se poser. Et puisque c'est vraiment un paradoxe qui peut être douloureux. Ce que j'ai envie de dire, en tout cas, qu'on arrive à répondre ou pas à ces questions, moi, je pense qu'on peut être amené à se dire que, que c'est vraiment pas de notre faute. Toi qui m'écoutes, ce n'est vraiment pas ta faute. Si tu te retrouves dans cette situation, dis-toi que ce n'est pas ta faute. C'est un système qui s'est construit autour de la migration et qui repose sur des inégalités économiques énormes dans les pays. Alors, ça peut être dans les pays d'origine, dans les pays d'accueil. On a des inégalités économiques un peu partout et dans presque toutes les sociétés. Et d'ailleurs, François Héran le dit clairement dans ses travaux, hein, la migration n'est pas un problème à résoudre. Vous voyez ce que je veux dire? La migration n'est pas un problème à résoudre. Et tant qu'on ne comprend pas les émotions qui l'accompagnent, comme la culpabilité, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Ni les migrants, ni les familles, ni les États, ni les acteurs associatifs qui accompagnent ces migrants. Aucun acteur sur la chaîne ou sur le parcours migratoire ne peut être amené, en tout cas, à prendre une bonne décision et quand, tant qu'on ne comprend pas, voilà, des émotions comme cette culpabilité dont on parle. Mais il y a aussi une autre facette de la culpabilité dont on parle encore moins. Et celle-là, elle est plus inconfortable à regarder. C'est le besoin de prouver, vous l'aurez compris.
c'est le besoin d'être vu. Tu connais ce migrant qui construit une grande maison au pays ou qui achète des parcelles par-ci, par-là, qui fait des réalisations, des belles réalisations. Voilà. Qui construit une grande maison, parfois deux, avec un salon immense, une façade en carrelage, un portail en fer forgé. Et pendant ce temps, lui, il vit dans deux pièces quelque part en Europe, aux États-Unis, avec sa famille et ses enfants. La famille est à l'étroit. Les enfants partagent une chambre. L'appartement est trop petit pour toute la famille. Mais la maison au village, elle est magnifique. Elle est visible. Elle est appréciée par les voisins, par la famille, par la communauté. Et voilà, on est vu. Tu vois ce que je veux dire en fait? Ce besoin d'être vu, ce besoin de prouver quelque chose. Est-ce que c'est de la folie? Est-ce que c'est de l'irresponsabilité? Je dirais que non, pas exactement. C'est quelque chose de très très humain. C'est le besoin en fait de capital social. Le capital social. Vous voyez ce que vous voyez ce que je veux dire en fait? Dans un des épisodes, j'avais parlé de cette notion en fait de capital social qui est d'ailleurs très développée par certains sociologues. Je pense à Bourdieu qui euh, qui est qui était en tout cas qui était spécialiste de cette notion de capital social, et je pense que François Héran aussi revient pas mal sur le capital social euh, de la migration. Capital social, parce que la migration en soi peut constituer un capital social pour une personne. Et donc, ce besoin de capital social, ce besoin d'exister aux yeux des autres, il est réel. Et d'ailleurs, il y a un chercheur américain qui s'appelle Devesh Kapoor, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui, qui est spécialiste des diasporas. Et il a montré que beaucoup de transferts de fonds ne répondent pas à des besoins réels des familles. Ils répondent plutôt à un besoin de statut, de comparaison sociale. Alors, qu'est-ce qu'il essaie d'expliquer par là? Ça peut s'expliquer par, par plusieurs manières, enfin. Un migrant peut te dire, écoute, mon frère a une maison, mon cousin a une maison, mon ami a une maison, moi aussi j'en veux. Voilà, ce besoin de comparaison sociale, ce besoin de prouver quelque chose, enfin, il est très présent au niveau de la diaspora, ou que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et donc, ce chercheur, il nous dit clairement que voilà, ces transferts de fonds répondent plutôt à un besoin de statut et de comparaison sociale. Et je vous laisse réfléchir à ça et de me dire si vous partagez cette réflexion. Et parfois d'ailleurs, et puisqu'on parle de cette maison qui est construite par ce migrant qui vit en Europe ou aux États-Unis, et dans un appartement qui est tout petit et dans lequel en tout cas sa famille n'est pas confortable, alors qu'il a sa grande maison au pays qui est d'ailleurs vide. Et parfois, cette maison, on sait très bien qu'on n'y habitera pas, on ne rentrera pas définitivement. Parce que vous avez beaucoup de migrants en fait qui réalisent beaucoup dans le pays d'origine, mais qui ne rentrent pas définitivement, qui restent toujours dans le pays d'accueil. Ils ne rentrent jamais. Et donc, cette maison, elle reste vide 9 mois sur 12, pour ne pas dire toute l'année. Mais elle est là, elle est visible, elle prouve quelque chose. Elle dit, je suis parti, mais je n'ai pas échoué. C'est drôle. Mais c'est quelque chose qui peut être traduit comme ça. Alors, ce n'est pas une critique, hein. C'est une observation que je fais. C'est une observation que j'essaie de faire. Parce que ce besoin de prouver, il vient aussi de la culpabilité. Quand tu te sens coupable d'être parti, tu as besoin de montrer que ça en valait la peine pour les autres et pour toi-même d'ailleurs.
Le problème, c'est quand ce besoin-là coûte plus cher que tu ne peux te le permettre, en fait. C'est là où ça devient beaucoup plus compliqué et ça devient très problématique. Quand il se fait, en tout cas, quand il se fait au détriment de ta famille ici en Europe, aux États-Unis, et, et tu as les moyens, en tout cas, de mettre ta famille dans le confort, tu as les moyens d'acheter une maison, un appartement, tu le fais pas, mais tu préfères aller acheter des parcelles, construire des maisons qui restent vides alors que tu vis avec ta famille dans un appartement qui est pas très petit. Et je vous laisse réfléchir à ça aussi. Tu construis une image dans le pays d'origine et tu négliges une réalité dans le pays d'accueil. Je répète ça. Tu construis une image dans le pays d'origine et tu négliges une réalité dans le pays d'accueil. Alors, comment on peut s'en libérer? Ou du moins, comment vivre avec ça autrement? Est-ce que cette culpabilité du migrant peut disparaître, honnêtement? Alors, probablement pas complètement, parce qu'elle est liée à quelque chose de profond. Elle est liée à l'amour, à l'attachement, à la loyauté, et ces choses-là ne disparaissent pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est transformer cette culpabilité. C'est transformer la culpabilité. C'est bien possible. Je pense que c'est bien possible. C'est bien possible de quelle manière? On peut, en tout cas, faire passer cette culpabilité de quelque chose qui t'écrase à quelque chose qui te guide. Voilà ce que j'ai appris, en tout cas dans mes propres expériences et en parlant à des dizaines de personnes sur ce podcast. Et je vous propose plusieurs points. Le premier point, c'est quoi? C'est de nommer le sentiment. La culpabilité non nommée est beaucoup plus puissante. Quand tu te dis je suis parti, je suis coupable, point, et tu t'arrêtes là, alors là, la culpabilité s'installe et elle grossit. Mais quand tu commences à te dire voilà ce que je ressens, voilà pourquoi je le ressens, alors là, quelque chose change. Tu n'es plus submergé. Tu analyses. Et analyser, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir. C'est pourquoi je vous invite. Je t'invite, toi qui m'écoutes, à analyser cette situation, à analyser cette culpabilité que tu as et à essayer de te questionner et d'essayer d'avoir des réponses à ça. Deuxième point, distinguer la responsabilité de la culpabilité. Ce sont deux choses très différentes. Vous l'aurez compris. La responsabilité, c'est quoi? La responsabilité, c'est j'ai des personnes que j'aime. Je veux contribuer à leur bien-être. Je cherche comment faire ça de façon durable et réaliste. C'est ça la responsabilité. Et de l'autre côté, tu as la culpabilité. Qu'est-ce que c'est? La culpabilité, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, je dois tout donner même si ça me détruit. Parce que sinon, je suis une mauvaise personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? L'une te construit, l'autre te ronge. La responsabilité te construit, la culpabilité te ronge. Et être responsable, c'est sain, on est d'accord. Quand on est responsable, on se sent bien et, et on est bien avec soi-même, on est bien avec son entourage, sa famille. Et donc, se laisser dévorer par la culpabilité, ça ne sert ni toi qui m'écoutes, ni ta famille. Et c'est super intéressant d'être honnête avec soi-même. Troisième point, parler. Vraiment parler. Une des choses que je vois souvent, c'est que les migrants ne parlent pas de ça avec leur famille. Et d'ailleurs, en général, en fait, les migrants ne parlent pas de leur situation à leur famille ou à leurs proches. Et comme je disais tout à l'heure, euh, vous avez des migrants qui sont très discrets. Même quand ça ne va pas, ils n'en parlent pas du tout. On envoie de l'argent, on répond aux appels, on répond aux messages, mais on ne dit pas genre, écoute, là, ça commence à être dur pour moi aussi. Tu vois, c'est des phrases ou des expressions qu'on ne tient pas très souvent. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être jugé.
Parce que on se dit, quand on se dit que nos difficultés, parce qu'on parce qu'on se dit que nos difficultés à nous semblent ridicules comparées à celles des gens qui sont restés au pays. Alors que je pense que cette comparaison-là, elle est fausse. On n'a pas besoin de comparer les difficultés auxquelles sont confrontés les gens qui sont restés au pays et les difficultés auxquelles sont confrontés les migrants. Cette comparaison n'a pas lieu d'être. La souffrance n'a pas à se comparer. J'ai d'ailleurs un ami qui vit en Europe depuis de nombreuses années. Et cet ami, il n'avait jamais dit à sa mère qu'il avait traversé des périodes de dépression. Je parle bien de dépression, parce que c'est quelque chose qui existe. Même si c'est pas trop dans la culture de beaucoup de personnes de parler de dépression, mais c'est quelque chose qui est présent, que ce soit dans les pays d'accueil ou dans les pays d'origine. La dépression est présente dans nos sociétés et il faut en avoir conscience, il faut en parler. Cet ami, il lui a envoyé de l'argent tous les mois, car lui-même, il mangeait difficilement, il n'arrivait pas à joindre ses deux bouts, il payait pas ses factures, il mangeait des pâtes, par exemple, pour s'en sortir. Vous savez bien comment c'est difficile quand on est en dépression, voilà, on est stressé, on souffre de dépression, c'est difficile. Et un jour, il a parlé à sa mère, et sa mère lui a dit quoi? Mon fils, si j'avais su, je ne t'aurais jamais demandé tout ça. Ce silence qu'on garde pour protéger nos familles, nos proches, parfois il nous détruit nous-mêmes. Voyez-vous la différence? Quand on en parle, on ne dit pas en fait de parler à toute la communauté ou à tous les membres de la famille, mais on a quand même des personnes de confiance, euh, euh, voilà, à qui on peut parler de certaines choses, on peut se confier. Je pense que c'est important en tout cas, d'identifier ces personnes et vers qui se tourner quand ça ne va pas. Et donc, on se dit que la vraie discussion change tout. Quand on en parle, ça change tout. Quatrième point, redéfinir ce que contribuer veut dire. L'argent, c'est une forme de contribution, mais ce n'est pas la seule. On est d'accord? La contribution ne se limite pas simplement à envoyer de l'argent. Et d'ailleurs, il y a des recherches sur les diasporas, notamment celle de Khalid Kosser, qui est chercheur spécialiste des migrations à Genève. Ces recherches montrent que les migrants qui ont le plus d'impact durable dans leur pays d'origine ne sont pas forcément ceux qui envoient le plus d'argent. Vous l'aurez compris. Ce sont ceux qui transfèrent du savoir, des compétences, des réseaux et des idées. C'est ce qu'on appelle les transferts sociaux de la migration. Tu peux contribuer au développement de ton pays en formant des personnes, des jeunes, en partageant ton expérience, en créant des ponts économiques, en portant une vision. C'est bien possible. Et je sais qu'il y a beaucoup de migrants qui le font. Beaucoup de membres de la diaspora sont animés de cette énergie, de cette volonté, de cette dynamique à créer des ponts en entreprenant, en créant des projets, en créant des ponts économiques entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Et ça ne coûte pas toujours de l'argent. Dernier point, qui est le cinquième point, accepter que partir, c'est aussi un acte de courage. Je le dis souvent, et je le pense vraiment. Quitter sa famille, son entourage, son pays, ses repères, pour construire quelque chose ailleurs, c'est difficile. Je l'ai dit, je l'ai abordé largement dans mon livre et on en a parlé aussi dans ce podcast. J'ai reçu plusieurs invités, comme je disais. Quitter sa famille, son pays, ses repères pour construire quelque chose ailleurs, c'est difficile. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une trahison, c'est une décision courageuse. Et souvent, cette décision, elle est prise dans des circonstances qui sont très difficiles.
Et quelque part, en construisant ta vie ailleurs, tu deviens une ressource. Et je sais qu'il y a beaucoup de migrants qui, aujourd'hui, deviennent des ressources pour leur pays d'origine. Et d'ailleurs, même pour le pays d'accueil. Pour leur pays d'accueil. On arrive dans le pays d'accueil, on construit une vie, on devient une ressource à la fois pour le pays d'accueil et pour le pays d'origine, pour la famille, pour la communauté. Et, et, et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup. J'ai entendu d'un chercheur qui travaille sur l'immigration en Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ce chercheur, il dit le meilleur fils qui s'est sacrifié pour rester n'aide pas autant que celui qui est parti et qui est revenu avec quelque chose à apporter. Je répète cette phrase. Le meilleur fils qui s'est sacrifié pour rester n'aide pas autant que celui qui est parti et qui est revenu avec quelque chose à apporter. C'est nuancé. La phrase, voilà, c'est assez nuancé. Et ce n'est pas absolu, hein, mais ça dit quelque chose d'important. Partir, c'est aussi une façon de servir. Alors, je vais conclure avec ça. Et ce que, ce que j'ai envie de te dire, si tu es de la diaspora africaine, si tu portes ce poids depuis des années, je veux que tu entendes quelque chose. Tu n'es pas, j'ai envie de dire, tu n'es pas coupable d'avoir cherché une vie meilleure. Tu n'es pas coupable d'avoir voulu apprendre. Tu n'es pas coupable d'avoir voulu grandir. Tu n'es pas coupable d'avoir voulu construire et, et, et- et pour aller plus loin, tu n'es pas coupable d'être vivant et de vouloir vivre. La culpabilité que tu ressens, elle dit quelque chose de beau sur toi. Elle dit que tu aimes partager. Elle dit que tu n'as pas coupé le pont. Comme je disais, on a beaucoup de migrants aujourd'hui qui créent des ponts, à la fois des ponts économiques, des ponts sociaux, des ponts culturels entre les pays d'accueil et les pays d'origine. Mais cette culpabilité ne doit pas te gouverner. Elle ne doit pas dicter chaque décision que tu prends. C'est important. C'est important de se rendre compte que cette culpabilité dit quelque chose de beau sur certains migrants. D'ailleurs, les chercheurs comme Saya Deran et d'autres nous apprennent ce que la migration est une des expériences humaines les plus complexes qui soient. Elle porte en elle de la force. J'ai envie de dire aussi de la douleur et de la transformation. Et pour la vivre pleinement, pour en faire quelque chose de puissant, il faut d'abord accepter toute sa complexité, y compris les sentiments qu'on n'aime pas trop regarder en face. Voilà, on parlait de cette culpabilité, on a parlé de dépression, on a parlé de plein de trucs, de beaucoup de choses. Mais il est important d'accepter cette complexité et, et ces sentiments qu'on n'aime pas trop regarder en face. Avant de terminer, je veux, comme je disais, je pose beaucoup de questions, mais je veux te poser une dernière question. Une question à laisser dans ta tête pour les prochains jours. Et et la voici, cette question. Si tu retires la culpabilité de l'équation, qu'est-ce que tu ferais vraiment pour les tiens, pour ton pays, pour ta communauté, ta famille? Pas par obligation, pas par peur du jugement, hein, par choix, par amour, par stratégie. C'est une question puissante parce que la réponse que tu vas trouver, je pense qu'elle va être plus vraie et probablement plus utile que ce que tu fais aujourd'hui sous la pression. Merci d'avoir écouté cet épisode de 13 éclits. Et si ce que j'ai dit aujourd'hui a résonné en toi,
partage l'épisode avec quelqu'un de ta diaspora ou dans ton entourage, quelqu'un qui en a besoin parce que cette discussion-là, on ne la tient pas assez, hein, vous l'aurez compris. Et je crois qu'on en a besoin. Je suis Tili Diallo et à très bientôt sur Trajectory, Inch'Allah.